Bonjour à tous, bienvenue à ce débat de presse. Le débat de presse va s'attacher aujourd'hui à décrypter l'actualité et à analyser trois principaux faits majeurs. D'abord sur le continent, il y a évidemment la crise sociopolitique et militaire au Burkina Faso. Malgré la chute du président Blaise Compaoré, les militaires qui ont pris les commandes multiplient les contacts pour préparer la mise en place d'un gouvernement civil. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a nouveau convoqué un conseil présidentiel hier autour de la question de la réforme des systèmes de santé dans notre pays. Le président Ali Bongo Ondimba estime que malgré les efforts engagés par l'État en termes de modernisation, de construction des structures sanitaires dans notre pays, dans le même temps, l'offre de soins et la qualité des soins restent insuffisantes et surtout inopérantes. Et puis il y a la polémique sur le livre du journaliste et écrivain français de Pierre Péan, les nouvelles affaires africaines, paru aux éditions Fayard. Il s'agit Fayard, pardon. Loin de nous l'idée en tout cas de remuer le couteau dans la plaie, encore moins de jeter de l'huile sur le feu. Il s'agit pour nous ici de prendre une ligne de démarcation nette, ligne de démarcation qui s'attache à protéger les institutions et surtout à sauvegarder l'unité nationale et la paix. Ligne de démarcation en tout cas nette, loin de la polémique et surtout pour privilégier la raison, mais également l'éthique et la responsabilité. Sur ce plateau, plusieurs confrères. Il s'agit d'abord à ma droite, à ma gauche, pardon, M. Norbert Ngouamezu. Norbert Ngouamezu est un habitué du débat de presse. Il est directeur de publication de l'hebdomadaire Nkou Le Messager. À côté de Norbert Ngouamezu, il y a Patrick Bekale, habitué également au débat de presse, journaliste à Gabon Télévision. Et en face, nous avons Michel Philippe Nzé. Michel Philippe Nzé, analyste politique, rédacteur en chef du magazine de l'Union Magazine. Et à côté de Michel Philippe Nzé, nous avons monsieur François Duc Moukouangui. François Duc Moukouangui qui était déjà là, il y a cela 15 jours. François Duc Moukouangui est journaliste à Africa numéro 1. En tout cas, ce sont des hommes de devoir et des hommes de responsabilité, habitués donc aux espaces communs de discussion. Alors, chers confrères, bonjour. Bonjour. Vous êtes naturellement les bienvenus sur ce plateau pour que nous échangions sur les questions sus-évoquées. Alors, vous avez suivi tout au long de la semaine cette véritable levée du bouclier au sujet donc de l'apparition du livre de Pierre Péan, journaliste et écrivain, très connu dans notre continent, pour avoir publié plusieurs ouvrages. Alors François Duc Moukouangui, avec cette levée de bouclier, cette polémique qui enfle dans l'opinion, notamment dans notre pays, alors qu'est-ce qui peut justifier que finalement Pierre Péan ait cet attrait vers le Gabon, cet acharnement vers le Gabon et qui suscite aujourd'hui cette véritable levée de bouclier? Merci beaucoup. D'abord, par honnêteté intellectuelle, j'aimerais préciser que je n'ai pas lu entièrement le livre. Dieu seul sait que je suis un cancre en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, je n'ai pas pu accéder au livre via Internet. Je me suis contenté, comme un peu la plupart des Gabonais, de ce qui est sorti dans les journaux, notamment ce que l'on appelle dans la profession les bonnes pages. Acharnement, je vous laisse la responsabilité du terme. Par contre, je dirais, qu'est-ce qui attire le Gabon? Mais parce que c'est un sujet vendable, tout simplement, pour tout bon enquêteur, pour tout bon journaliste spécialisé dans l'investigation. Vous avez donc, dans notre pays, une certaine malgouvernance, sauf les aveugles qui pourraient ne pas le reconnaître. Il y a la démocratie qui mérite d'être perfectionnée, donc les ratés arrangent dans un certain sens qui sait comment dire ça, remonter en surface la boue, qui dispose de solides relais, donc de sources d'information. Parce que ce qui est sorti, ce que j'ai pu lire à travers certains confrères, c'est que Pierre Péan dispose de sacrés relais. Il y a une certaine information qui a été forcément puisée à la bonne source, d'où en partie le tumulte que nous constatons en ce moment. Donc, résumons-nous, le Gabon se vend, on se souvient de la première version, Affaires africaines. Ah oui, en 83. L'ouvrage a suscité un formidable tumulte. Beaucoup n'avaient jamais entendu parler de Pierre Péan, mais ils se sont rués sur l'ouvrage. Petite anecdote. Lorsque nous arrivions à Dakar pour entamer les études de journalisme, le baptême de feu, nos aînés nous remettaient systématiquement Affaires africaines, histoire de, comment dire ça,
C'était pas un lavage de cerveau? Oh, ça c'est un terme qui nous rappelle un peu le KGB. On va dire que c'était pas très loin. Histoire de nous démontrer que bon, vous revenez du pays, c'est vraiment le parti unique. Il y a donc une information caporalisée qui est distillée là-bas. Maintenant, à vous d'ouvrir les yeux par rapport à affaires africaines, qui n'était pas la Bible, cela étant. Toute œuvre humaine étant perfectible, étant limitée. Alors, Patrick Bécalé, alors on le qualifie aujourd'hui de brûlot. Cet ouvrage de Pierre Péan. François Dugmo-Congu relevait tout à l'heure qu'il avait déjà publié en 83 les affaires africaines. C'était donc en 83, il a déjà plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Alors comment avez-vous apprécié l'apparition de cet ouvrage aujourd'hui qui suscite moult commentaires dans l'opinion? Je reprends un peu ce que disait François Luc tout à l'heure. Moi, je n'ai pas tout à fait lu l'ouvrage. J'ai eu quelques bribes à travers ce qui a été publié dans la presse. Ce qui est évident, c'est que dans un système pluraliste comme le nôtre, tout sujet mérite d'être débattu sur la place publique dès lors qu'il est porté véritablement sur la place publique. Il s'agit d'un sujet de fond. Mais pour ma part, dans le cadre de cette émission, je crois que l'intérêt de Pierre Péan dans son ouvrage, c'est de susciter le débat. Mais je crois également savoir qu'au Gabon, il y a des questions de fond. Des questions de fond portent sur l'éthique démocratique. Nous devons débattre aujourd'hui concrètement de la marche de notre système. Nous sommes, le président, feu président Léomba a été le père de la nation. Feu président Omar Bongo a été celui qui a consolidé l'université nationale et nous a fait rentrer dans un système multipartiste et pluraliste. Nous devons désormais débattre de la marche du système démocratique dans notre pays. Il faut désormais que les acteurs se mettent à la hauteur des défis et des enjeux du moment, parce que nous sommes dans un contexte international et africain très mouvant. Les enjeux, les intérêts ne sont plus ceux d'hier, ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et il est nécessaire que les acteurs politiques, majorité opposition, dans le cadre de l'environnement sociopolitique que nous connaissons aujourd'hui, qu'ils se mettent véritablement à la hauteur des enjeux au lieu de se triper sur parfois des questions qui, bien qu'ayant un intérêt majeur, doivent pourtant nous amener vers la recherche de réel consensus au plan interne. Je crois que ce que Pierre Péan a fait, c'est des questions qui méritent un regard notamment de la part des juristes. Mais je crois que notre attention, notamment au plan politique, doit être beaucoup plus sous-tendue par la recherche d'un réel consensus au plan interne pour asseoir réellement les fondements de la démocratie. Alors Norbert Ngouamezu, aujourd'hui le brûlot fait grand bruit et on y trouve tout à l'intérieur. Alors c'est quand même un ouvrage assez fâcheux. Moi j'ai observé une attitude paradoxale de la part de ceux qui se sentent visés par les écrits de Pierre Péan. Au départ, on a considéré que ces écrits ne relevaient que de la rumeur, que ce n'était que des ragots. En fait, il n'y avait aucune importance à accorder à ce qui est écrit dans ce livre, que je n'ai pas lu comme les autres confrères. Et puis, tout d'un coup, levée de bouclier. Quelque chose qui était considéré comme un épiphénomène, un non-événement, est devenu un événement national où la présidence de la République, le gouvernement et toutes les autres structures sous-jacentes se sont levées pour dénoncer et par ricochet pour faire la publicité au livre de Pierre Péan. Alors cela pose un autre problème. Où les révélations qui ont été faites relèvent effectivement de la rumeur, de ce que les Gabonais savent déjà et qui n'est pas forcément fondé, ou alors il s'agit de vraies révélations, au point où ça suscite la polémique que nous vivons actuellement au Gabon. Il m'est revenu même que certaines délégations sont déplacées pour aller organiser des marches à Paris, on ne sait contre qui, parce que Pierre Péan, c'est quand même un écrivain libre, c'est un journaliste d'investigation qui n'a de compte à rendre ni aux autorités politiques françaises, ni à qui que ce soit, sauf à son éditeur. Bon, pourquoi est-on allé à Paris organiser des marches? J'en sais rien. Mais enfin, je voudrais donc dire que ce qui a écrit relève de la banalité, du ragot, de la rumeur, ou il s'agit de révélations, de vraies révélations de la politique et économique gabonaise. En ce moment-là, il faut qu'on en débatte publiquement.
Parce que j'ai eu l'impression que on tente de focaliser essentiellement le débat sur les origines supposées douteuses de l'actuel chef d'État. Or, les quelques extraits que j'ai lus de ce livre qui ont été publiés par certains confrères ne parlent pas que de cela. Il y a d'autres sujets. Parle bien d'autres choses, de la manière dont s'est faite la transmission du pouvoir du président Léomba au président Bongo, la manière dont s'est préparée la succession du président Bongo au président actuel, la manière dont ont été organisées les élections en 2009, la manière dont on aurait truqué les résultats de ces élections, tout est dit à l'intérieur. Mais apparemment, on semble focaliser dans ce qui semble être passionnel, etc. Alors, Michel Philippe Zé, effectivement, on a constaté que la passion, c'est autour d'un seul sujet, alors qu'il y a pas mal d'éléments évoqués à l'intérieur. Mais surtout, moi, personnellement, qui ai parcouru ce livre, il y a quand même un certain nombre de confidences qui sont faites à l'intérieur par Pierre Péan, et surtout qui viennent même du propre système émergent. Et ça dit que finalement, le verre est dans le fruit. Je partage un peu la position émise à l'instant par Norbert Mohamed-Zoui, en ce que aujourd'hui, ce livre-là suscite autant d'émoi qu'au départ on ait pensé qu'on ait négligé justement son importance en le réduisant à un tissu de ragot et qu'en même temps il y ait autant de réactions de toutes parts. Moi je considère seulement que ce livre est se situe dans la lignée de ce que Pierre Péan a toujours fait, c'est son fonds de commerce. Ouais. Il y a à la base d'abord ces relations incestueuses un peu ambiguës entre les gouvernants chez nous, en Afrique centrale essentiellement, et ce personnage. Il vous souviendra que Pierre Péan, c'est pas la première fois qu'il sévit dans la même veine. Il a été à l'origine d'un article qui a par la suite causé la perte du président Giscard d'Estaing. Il avait des accointances, sans nul doute, avec l'ex-empereur Bokassa Ier, le fameux article titré « Les diamants de Bokassa ». Oui, tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui a trouvé un sillon et qui essaie de le faire fructifier. C'est un homme qui n'est plus dans la verdeur de l'âge, qui va vers ses 80 ans et qui doit assurer ses arrières. Il me semble que le personnage en lui-même est déjà tellement significatif un peu de ce que lui peut produire comme œuvre. Ce n'est pas à véritablement parler un ouvrage que l'histoire retiendra dans ses annales comme étant un exemple de style. Mais il est clair que à chaque fois, ça crée un trouble dans les pays ou dans la zone de l'ancien espace, la France-Afrique. Et cela m'amène à considérer que nous sommes là en présence d'une forfaiture qui est née justement de ce que j'appelais cette relation incestueuse entre nos gouvernants et un certain type de journalistes. C'est connu ici chez nous au Gabon que généralement nos gouvernants préfèrent s'adresser à ces personnages sulfureux, dont Paul Tekdga d'Afrique Éducation, pour assurer leur communication, nettoyer leur image à l'extérieur. Mais ce faisant, ils faisaient entrer le scorpion. Quand vous dansez avec le scorpion, il faut bien qu'à un moment donné, vous attendiez à être piqué. Mais c'est bien ce qui se passe. Il faut aussi intégrer dans l'explication que je voudrais donner de cette sortie de Pierre Péan, le fait que la gouvernance a changé, l'attitude vis-à-vis de ces journalistes un peu mercenaires qui prêtent leur plume, qui prêtent leur plume allègrement dans des textes panégériques un peu de nos dirigeants, et que ces gens-là n'aient pas apprécié qu'aujourd'hui la source soit tarie. Cela est d'autant plus payant, en tout cas en ce qui concerne Paul Tekdga d'Afrique Éducation, dont certains éléments, c'est des facsimilés, ont été publiés largement dans la presse nationale. Je ne sais pas en ce qui concerne Pierre Péan, mais pour les bonnes feuilles un peu de cet ouvrage que nous avons que moi j'ai pu parcourir, il me semble que la nature des informations dont il fait état dans ce livre amène à penser qu'il y a une collusion d'intérêts. À qui profite le crime entre griffes? Il y a les milieux d'affaires français au Gabon, liés avec les fossiles un peu, ou bien les restes fossilisants de la France-Afrique, qu'il faut déconnecter forcément de la France officielle. La France de Foucault. Il y a la France des réseaux, qui considèrent que le Gabon, c'est leur chasse gardée. Et nul n'oublie, nul ne peut minimiser l'importance de certaines décisions de gouvernance prises par le président Ali depuis 2009, notamment l'arrêt de l'exportation du bois de Grube, justement, et qui a mis un peu à mal certains secteurs de l'activité de l'exploitation forestière, dont
les Français sont essentiellement les premiers, justement, dans ce secteur-là. Je pense que le président Ali doit s'attendre à ce qu'on est entré en période de turbulence, de forte turbulence. 2015 va certainement être beaucoup plus heurté qu'aujourd'hui, et que le président doit certainement se blinder la peau et pour pouvoir faire face à ces situations. Je m'étonne aussi du fait que Pierre Péan ait voulu nous mettre à témoin, nous prendre à témoin, les Gabonais, sur les problèmes familiaux de M. Ali Bongo Ondimba et sa sœur. Je ne crois pas que ça soit véritablement pertinent en ce qui concerne l'amélioration, la gouvernance du Gabon par le président Ali Bongo Ondimba. Cela m'amène à considérer que c'est un brûlot de bas étage, un élément, un document, c'est-à-dire une production de nuisance qui va certainement laisser apparaître peut-être dans les jours qui viennent des complicités, comme vous le dites, dans le système, en delà du système, également dans certaines parties de l'ancienne opposition gabonaise. On va avancer. Alors, François Dugmo-Koingui, est-ce qu'un tel brûlot doit pour autant ébranler la République? Il faut peut-être banaliser le fait. Alors, il faudrait d'abord remarquer que qu'est-ce qui fait l'originalité et le succès d'un livre, d'un film ou d'un article de presse? Le sexe, l'argent, le pouvoir. Lorsque ces trois ingrédients sont réunis, vous avez un cocktail de tonnerre. Alors, est-ce qu'il faut banaliser le fait? Je m'insurge quand même légèrement contre ce qu'affirme Michel-Philippe Nzé. Si je comprends bien, ce livre, c'est un complot qui est ourdi contre la République gabonaise tout entière. Mais non, pas du tout. Je ne l'ai pas affirmé. J'ai dit que c'est un document, un livre de nuisance. C'est clair, l'intention est claire. On dirait que nous disons et la période. Mais la République n'est pas Ali Bongo Ondimba. Je suis Ali Bongo Ondimba, le président de la République. Je ne parle pas de la République. Il va terminer, Michel. Alors, ne confondons pas les mots en leur poids. François Duc aussi. Le poids de mots, la charge de photos, c'est ça? Voilà. Comme dirait le célèbre hebdomadaire. Non, c'est que moi, je n'ai pas compris. Parce que j'ai eu l'impression tout de même de revivre des scènes que nous avions vécues dans le passé. C'est-à-dire que vous avez des gens qui descendent dans la rue. Je me suis amusé à faire un micro-tote, demander à certains des marcheurs, quelque part, est-ce que vous avez lu au moins le livre? Non, je n'ai pas lu. Et pourquoi vous marchez? Et pourquoi vous marchez? Ah ben, tu sais qu'à la fin, il y a toujours quelque chose. Authentique. Ça m'a été à mon micro. Et j'ai le micro là avec moi. Donc, c'est dire que si au départ, comme l'avait dit des voix autorisées, que c'était tout simplement du Congo ça, il fallait dans ce cas tout simplement poursuivre dans cette logique. Encore qu'en fin de compte, on aurait dit qu'il ne dit rien, consent. Maintenant qu'on donne à l'ouvrage l'importance, parce qu'au départ, je l'ai lu dans un des journaux de La Place, que c'est un livre confidentiel qui n'est pas du tout vendu. Ça, c'est aller un peu vite en besogne. Vous voyez, Fayard, cette vénérable maison d'édition, publie un manuscrit qui devrait finir au pilon, qui devait donc, comment dit-on ça encore, qui devait bouillonner. C'est comme ça, c'est l'expression en presse écrite, lorsque un livre ou un article n'est pas bien vendu. Mais non, ils sont tous sauf fous. C'est que, quelque part, il y a des vérités qui sont assénées. Quelque part, il y a le fond. Moi, je suis étonné de la part d'un journaliste chevronné comme François Dugmo-Koingui d'affirmer de manière péremptoire, sans pourtant se donner la peine de vérifier. Dans notre métier, on nous dit souvent, on affirme que ce qu'on peut prouver, vous pouvez prouver la véracité de ce que vous affirmez, ce que Pierre Péan a affirmé. Non. Vous présupposez. Mais est-ce qu'il le revient? Est-ce qu'il le revient? Est-ce qu'il le revient? Est-ce qu'il le revient? Ce sont des vérités. Michel, attendez. François Duc va terminer. Vous avez lu quelque part qu'il parle bel et bien du malaise social au Gabon. On n'a pas besoin de sortir de West Point pour constater que, en ce moment, vous faites dans l'obstruction. Si vous dites que tout l'ouvrage est faux, je ne l'ai pas dit. Mais vous venez de le dire. C'est votre point de vue. Quelles sont ces vérités? Je vous dis que l'une des vérités, il est question du malaise social. L'une des vérités, on relativise. Michel, ce n'est pas notre langue, c'est le français. Alors on va y aller. Et puis on ne s'énerve pas. Donc dans cet ouvrage, certaines pages sont consacrées à la mauvaise gouvernance, à la pauvreté, au chômage. Un Gabonais sur trois. C'est une révélation, ça. Mais qui vous dit que c'est une révélation? Mais vous vous souvenez de ce chef nazi qui avait dit, à force de répéter, on finit par faire entrer la vérité. Vous n'avez pas demandé à chose qui marche. Je ne personnalise pas le débat. Je ne personnalise pas le débat. Michel, je n'ai pas dit que Pierre Péan dit de bout en bout que tout va mal. Permettez quand même que lorsque quelqu'un écrit une vérité, vous n'aimez pas ce mot, lorsque quelqu'un attire l'attention sur quelque chose qui ne va pas, il vous rend quelque part un peu service. C'est pour vous permettre de corriger. Il est écrit que notre système démocratique, c'est pas si parfait que ça. Il enfonce une porte ouverte, mais bien sûr,
Mais on doit tenir compte de cela si on veut aller de l'avant. Oui, alors Norbert... Or, là, il y a une diabolisation de votre part. Et en prime, lorsque vous voulez me rappeler les règles cardinales qui régissent notre métier, mais ce n'est pas sur un plateau de télévision que vous allez descendre. Je suis d'accord avec vos confrères, même si c'est Pierre Péan ou Paul Tedga, mais ce n'est pas très courtois sur un plateau de télévision. En allant là, vous aviez lu, est-ce que vous avez lu, est-ce que vous avez lu Les Nouveaux Sorciers Blancs? Hein, c'est un livre qui met à nu toutes les relations. Nos chefs d'État, ils ont le scoop, ils préfèrent d'abord le donner à la presse outre-méditerranée. Il y a des hebdomadaires jusqu'à présent qui ne vivent que grâce à des articles qui sont de bas étage. Moi, je le grâce à des campagnes. Je suis d'accord. Norbert, oui, je suis d'accord. Je suis relativement d'accord avec François Duc Mukangi. Parce que, Michel, c'est trop facile de mettre sur le dos de la France-Afrique les révélations faites par Pierre Péan dans son ouvrage, notamment le dernier qui parle de nouvelles affaires africaines. Parce que c'est une manière facile de se dédouaner. Pierre Péan n'est pas né de la dernière pluie. Pierre Péan connaît très bien les arcanes et les coulisses des grands labyrinthes politicards et politiciens africains. Il est arrivé au Gabon en 61. Vous l'avez dit. Il est au Gabon, il vit au Gabon, il connaît le Gabon depuis les années 60. Ouais. Il a côtoyé bien d'hommes politiques, y compris au sommet de l'État. Donc quand il parle, on ne peut pas dire tout simplement qu'il s'agit d'un complot de la France-Afrique qui veut déstabiliser le régime actuel du Gabon, etc. Parce qu'en 1985, nous étions en plein France-Afrique. Pierre Péan publie son premier pamphlet, Affaires africaines. Est-ce qu'il s'agissait là encore d'un complot de la France-Afrique? De un. Et puis vous dites à François Duc Mukangi de prouver que ce que Pierre Péan a écrit... Non, il parle de vérité. Mais oui, mais enfin, il ne lui revient pas à lui de le prouver. Non. Lorsque Pierre Péan souffrez de nous écouter. Lorsque Pierre Péan souffrez de nous écouter, Michel. Lorsque Pierre Péan dit, selon quelques extraits que j'ai lus, que le pouvoir de Léomba à Bongo s'est transmis par l'intermédiaire de Fokar et de Guillaume qui présidait Elf à l'époque, etc. Il revient à François Duc Mukangi de le démentir. Il n'y a qu'à lire les mémoires de Fokar. Les mémoires de Fokar. Non, je vous pose la question. Vous êtes directeur de publication de cours. Ça n'a rien à voir. Vous allez faire écrire que Pierre Péan a raison dans cette version de l'histoire du Gabon. Nous nous en tenons à ce que... Vous allez observer nous nous en tenons. Je vous prends un exemple, un sujet qui fâche, qui parle des origines, etc., etc. Mais la science est tellement développée aujourd'hui en matière de génétique pour qu'on sache quelle est la filiation de tel ou tel. Mais il suffit de procéder au test ADN pour savoir qui est le fils de qui, etc. Et mettre un terme à une telle polémique, il ne revient pas à François Duc Mukangi de demander qu'on procède au test ADN. Je ne demande ça à la personne qui considère que c'est une vérité. On parle de la succession. Quand quelqu'un dit devant moi que c'est une vérité... On parle des réunions qui se sont tenues. Je dis non, vérifions d'abord. Et Pierre Péan cite les noms. Il cite les noms, il dit tel était, voilà ce que tel a dit. Vous croyez que c'est François Duc Mukangi va dire ce que Pierre Péan dit là n'est pas vrai alors qu'il n'y était pas. Je vais m'exprimer sur cette question. Pierre Péan donne des chiffres de la Commission nationale électorale permanente sur des résultats des dernières élections en 2009. Michel, il va terminer sur ce point. Tel a obtenu tant de voix à 12h20 avec précision en ce qui concerne l'heure. Tel a obtenu tel, mais on a inversé les chiffres. Vous pensez qu'il revient à François Duc Mukangi de dire que ce que Pierre Péan a écrit là, qui est un journaliste d'investigation de renom, de dire que ce n'est pas vrai. C'est trop facile de remettre sur le dos de la France-Afrique des révélations qui sont faites par un journaliste d'investigation qui a ses sources. Il m'appartient pas. Mais ses sources... Monsieur Mbamezoui, quand une information est publiée, tant que je n'ai pas la preuve par mes propres investigations, par mes propres moyens, c'est ce qu'on m'a appris moi aussi à l'école. Ouais. Je n'ai pas la preuve par mes propres moyens que c'est vrai.
Mais lui, il n'a pas dit que c'est vrai. Mais il a dit que ce sont non, les... il n'a pas dit il a dit que ce sont... Il revient à ceux qui se sentent moi, je m'attaque au principe. À ceux qui sont incriminés de démentir. Monsieur Norbert, on ne dément pas en disant les armoiries de la République. Vous ne pouvez pas m'empêcher de confondre aux armoiries de la famille royale. Je vous dis que vous avez raison. Norbert, qu'il ça vous ressemble pas. Non, mais c'est ce que vous avez fait. Tout à l'heure, quand vous avez pris la parole en premier, quand vous avez pris la parole en premier, j'ai observé que vous avez mis plein de conditionnels. C'est la seule possibilité que nous avons, nous, journalistes, de nous exprimer sur des informations qui nous sont fournies. Vous l'avez fait par réflexe professionnel. Alors, quand j'entends François-Duc Boukouangui, qui connaît l'estime que j'ai pour lui, dire que certes, des vérités sont publiées dans cet ouvrage, je m'interroge. Je dis, est-ce qu'il en a la preuve? Je ne lui dis pas que je ne le mets pas au défi de prouver la vérité ou non, mais qu'il prenne la liberté de dire ce sont des vérités, là ça fait tic dans ma tête. Voilà, alors à ce moment-là, pourquoi je suis intervenu. Oui. Patrick Bekale, à la parole, sur ce point bien précis. On a relevé tout à l'heure que le verre était dans le fruit, parce que finalement les confidences de Pierre Péan relevaient quelque part un peu des milieux même autorisés. Oui, Sylvain, au-delà même de cet aspect, permettez-moi de revenir sur des questions de fond qui paraissent ressortir, jaillir de la lecture, ma lecture symptomale que je fais de cet ouvrage. On parle notamment de la gouvernance au Gabon. On nous parle des évolutions, du mode de dévolution du pouvoir au Gabon. Je crois que ce sont des questions fondamentales. Et en disant ça, Pierre Péan ne fait qu'enfoncer des fenêtres ouvertes, des portes ouvertes. Oui. Au Gabon, les questions liées à la dévolution du pouvoir posent problème. Oui. Et je crois que nous devons, avec une certaine pudeur... D'évolution dynastique, je précise. Avec une certaine pudeur, regarder ça avec beaucoup plus de froideur. Absolument. Sous nos latitudes, en Afrique, ces questions posent problème. Et tout à l'heure, nous allons parler du Burkina Faso. Oui. Pour voir que ces questions constituent des questions essentielles dans la marche d'un pays. Vous avez beau construire des routes, c'est ça le rôle d'un gouvernement. Vous avez construit toutes les infrastructures du monde, mais tant que vous n'avez pas réglé les questions politiques, le pays ne peut pas fonctionner. Et ce que Pierre Péan nous dit est fondamental. Si on ne règle pas au Gabon, aujourd'hui même, les questions de la gouvernance politique, nous n'aurons pas avancé d'un iota. On aura beau aller chercher des investisseurs qui ne viendront jamais, qui ne vont jamais se positionner vers le Gabon parce qu'ils ont d'autres intérêts et ils ont d'autres centres beaucoup plus attractifs, beaucoup plus attrayants que le Gabon. Et moi, je pense que jusqu'à présent, on n'a pas entendu le président de la République lui-même. Nous reviendrons sur cette question. Le président de la République lui-même. On entend des voix discordantes ici et là, alors qu'on a besoin d'entendre le président de la République lui-même. De mercenaires, comme le dirait... Le président de la République lui-même sur cette question. Les Gabonais ont envie d'entendre. Patrick va avancer. Vous ne devez pas être sur votre petit milliard. Michel, s'il vous plaît, Michel. Parce que je n'ai pas du tout envie d'engager un face-à-face avec vous. Non, il n'y a pas de face-à-face. Les Gabonais ont envie d'entendre. Si vous réjouissez d'une situation de cette nature, ça ne m'étonne pas. Vos positions sont connues. Moi, je n'attendrai pas de Pierre Péan. Je n'attends pas d'un Pierre Péan des leçons sur la manière dont mon pays doit... Mais lui, il n'attend rien. Je veux dire, il attend rien. Pierre Péan a été l'un de ceux qui ont profité des dérives de gestion de ce pays. Par qui? Par le passé. De gestion mais je ne suis pas là pour avoir... Michel, je crois que vous n'avez pas la parole. Michel, s'il vous plaît. De gestion par qui? Norbert, Michel, s'il vous plaît. Patrick Bekale avait la parole. Il va essayer de dévoiler dans sa pensée. Oui, je dis que à l'heure qu'il est, compte tenu des orientations qui sont contenues dans ce brûlot, il est bon pour l'intérêt du peuple gabonais que la classe politique, majorité opposition, se mette à la hauteur des attentes du peuple. Face bloc. Pour qu'à partir de cet ouvrage, non, face bloc, ça peut prêter à confusion. Face bloc. Je dis face bloc. C'est-à-dire qu'avec un peu d'humilité et de recul, que les acteurs politiques s'asseyent et disent, bon voilà, nous avons effectivement depuis un certain nombre, 54 ans durant, géré le pays d'une certaine manière, nous avons orienté notre pays de cette manière. Il est bon aujourd'hui que on revoit la structure gouvernementale du pays, la structure politique du pays, pour qu'il impulse une nouvelle marche et une direction définitive qui permette effectivement au pays, dans 15, 20, 30, 40 ans, d'être assis sur des fondamentaux solides.
De mon point de vue, c'est ça la question. François Dimokongi, attendez. Je suis resté longtemps silencieux, tout à fait d'accord avec toi, mon cher Patrick. Effectivement, nous devions pas esquiver complètement, mais il y a certaines questions qui fâchent, qui ramènent un peu au ras de pâquerette. La question de la nationalité, par exemple, ce n'est pas totalement ça, ce qui est à l'ordre du jour. Norbert le soulevait, l'affirmait tout à l'heure, qu'il y a d'autres questions de fond, c'est ce que Patrick a eu à dire. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'attends du président de la République? C'est qu'un bon commandant de bord, eh bien, il continue de piloter l'avion Gabon, quelles que soient les zones de turbulence, il doit atterrir en 1916. En 2016. C'est là qu'il sera jugé pied sur table. Quelle est la position? Il sera jugé donc comme le maçon au pied du mur. On verra ce qu'il aura fait. Mais entre-temps, toutes ces marches, toutes ces descentes musclées dans les plateaux de télévision, cette évasion, que la famille se plaigne. Humainement, c'est possible, c'est acceptable. Mais convenons que ça nous ramène un peu à une période pas très éloignée, contre quelques espèces sonnantes et trébuchantes, parce qu'il faut faire plaisir à certains qui tiennent à percer, qui tiennent à démontrer qu'ils sont si incontournables. Eh bien, on prend tel coco à côté, tel autre, et puis paf, on met dans la rue, alors que ces personnes ne connaissent rien de l'ouvrage. Michel, je l'estime pour toi, et c'est très bien qu'on ait cet échange, c'est ce qui fait avancer la démocratie. Je n'ai pas dit que ce qui est écrit dans le livre de Pierre Péan, il n'y avait que des vérités de bout en bout. Mais je refuse également de dire que ce n'est que des tissus de mensonges, ce n'est que du Congo ça. Si tel était le cas, mais pourquoi alors tout cet ourvari, tout ce tumulte? Vous n'êtes pas sûr de ce que je dis et vous me répliquez chaque fois, c'est que quelque part j'ai un peu raison. Non, mais je voyez-vous. Alors Norbert voulait, je voudrais ajouter, avant le dernier point sur cet aspect, oui. Tout en étant d'accord avec ce qu'a dit François Duc et Patrick, c'est-à-dire que je crois que c'est la manière dont est gouverné le pays qui ouvre la porte aux personnes, à des individus comme Pierre Péan, que Michel Chilimzé qualifie de mercenaires. Pourquoi? Parce que si dès 1960, la transmission du pouvoir de l'ancien chef d'État Léon Mba au président Bongo s'était fait selon la volonté des Gabonais, dans la transparence, Pierre Péan n'aurait pas eu l'occasion d'écrire là-dessus. Si, en 2009, les problèmes de succession n'avaient pas été préalablement débattus au sein du cercle familial, au point de savoir que tel a dit ceci, Mpo a dit cela, Christian Bongo a dit cela, etc. Si cela s'est passé selon les règles démocratiques, selon ce que exige la Constitution de la République gabonaise, Pierre Péan n'aurait pas eu l'occasion d'écrire là-dessus. Si l'organisation des élections en 2009 était conforme à ce qui se passe ailleurs dans les démocraties modernes, sans opacité, sans jonglerie, sans déploiement de chars dans les rues, sans des intentions prêtées, etc. Pierre Péan n'aurait pas eu l'occasion d'écrire là-dessus. Alors nous ouvrons nous-mêmes les portes aux individus Pierre Péan en entretenant une mauvaise gestion du pays qui fait en sorte que eux, que vous voulez qu'ils fassent? Ils y mettent leur nez et ils révèlent des choses. Et je crois que je peux intervenir, Michel Philizé. Est-ce que Michel, en bon journaliste que vous êtes, est-ce que vous reconnaissez que Pierre Péan, dans un certain sens, a puisé à la bonne source? Non, attendez. Parce qu'il y a des confidences qui sont faites. Excusez-moi, c'est pas Norbert ou Patrick qui peut les inventer. Je dis là, c'est intéressant pour Michel a la parole. Par principe, je ne prête pas attention à des productions intellectuelles ou bien tout ce qui provient de gens dont le positionnement intellectuel me paraît douteux. Pierre Péan est... Mais là, c'est quand même curieux. Vous débattez aujourd'hui à la télévision gabonaise. Hier, vous étiez sur une autre chaîne et vous ne vous intéressez pas à ce genre de questions. Ne vous contredisez pas. Si vous faites l'émission, je vous réponds. Quand on m'appelle, on me demande mon avis sur tel ou tel fait d'actualité, je donne mon avis. Ça ne veut pas dire que c'est et si l'aventure Pierre Péan avait écrit que l'émergence c'est merveilleux, les élections de 2009 c'était bien déroulé, etc. Soit dit en passant. Toi, tu ne le considérais pas comme un mercenaire. Vous aurez pu considérer Pierre Péan crédible, etc.
parce qu'il a dit des choses qui fâchent. C'est Michel qui a Je la ne vous parole. considère pas comme un mercenaire, pourtant Non, mais vous écrivez dans le cours de messager des choses qui me paraissent pas du tout agréables, pas du tout pour moi, ou bien que je conteste par exemple. Moi, Michel, je ne peux pas plaindre Michel. Je ne vous considère pas. Non, vous, la question que vous posez m'amène à vous faire cette réflexion. Je ne vous considère pas. Michel, alors, vous étiez en train de développer une idée. Allez-y, Michel. Ça veut dire que le personnage en lui-même est tellement sulfureux que moi je me dis, il y a les intentions derrière. Mais qui l'a rendu sulfureux? À quel dessein? Vous pouvez demander à mes juifs. Qui l'a rendu sulfureux? À quel dessein? On peut le faire tout à l'heure après l'émission, monsieur. Vous avez parlé Soyez de patient. Michel. Soyez patient. On embrasse quand Dernière question sur cet aspect avant de passer au deuxième. Non, mais vous voulez tout simplement que... Bien. Pourquoi ne voulez-vous pas écouter ce que j'ai à dire moi aussi? Vous avez parlé longuement tout à l'heure. Pourquoi voulez-vous pas que moi je m'exprime? Monsieur Philippe Zé. Bon, nous nous taisons. Je vous pose la question, monsieur Mouamid. Non, on va souffrir, nous allons souffrir. Mais souffrez comment je vais vous écouter? Oui, nous allons souffrir de vous écouter. Les démocrates que vous êtes, vous prenez la démocratie, vous ne supportez pas la contradiction. Les gens du CDP de Camparet se prénoient il y a 2 semaines. Voilà moi des gens de parangons. Vous voulez apparaître comme des parangons de démocratie, vous qui venez faire la démonstration, vous ne supportez pas la contradiction. Michel, on a décidé de vous rappelez certains hommes politiques au Norbert. Gabon qui prenaient la démocratie, qui dans leur parti procédaient par oukase. Vous savez, suivez mon regard. Michel, je voulais dire que... Non, s'il vous plaît. Là maintenant, on va passer à un autre aspect. Non, mais je voulais quand même exprimer sur cette question-là. Oui, mais très rapidement. Pour dire que parce que je suis tout à fait d'accord que les Gabonais ont d'autres préoccupations. Et que c'est distrait les Gabonais que de sortir un livre en ce moment. Ce n'est pas vrai. Qui porterait sur des questions. Ce n'est pas vrai. La plupart de certaines choses qui sont dites dans cet ouvrage, François Dumoukwangui le disait, que certaines choses ici n'ont pas besoin de Pierre Péan pour être constatées. Le mal-vivre, le problème de l'état des routes à Libreville, le problème de sous-emploi, de la chômage. mauvaise organisation des élections. Je n'en ai pas là, je n'en suis pas là. Mais oui, mais c'est ce que vous avez l'occasion de le dire, vous. Voilà. Si vous l'avez dit à vous, ne le mettez pas dans ma bouche. L'opacité dans l'organisation. Vous avez mangé un chat ce matin, monsieur. Vous avez un problème. On va passer au deuxième. Non, j'aurais voulu ajouter quelque chose. En quelques secondes. Je me pose quand même une petite question. Au vu de la situation volatile qui caractérise donc le Fonds social, en ce moment, est-ce que ce livre de Pierre Péan n'est pas quelque part un peu du pain béni? En ce sens que, vous savez, lorsque il y a le feu dans la plaine, il faut allumer un contre-feu. Est-ce que ce n'est pas du pain béni qui permet un peu de détourner un tant soit peu l'attention? Quelque part, au vu de toutes ces réactions, au vu de ce tohu-bohu. Alors, mon cher Philippe, Michel Philippe, on se retrouve donc devant une situation qui est celle-ci. Eh bien, on prouve que toutes ces accusations sont fausses. Dans ce cas, on peut emprunter la démarche de 2 anciens caciques du Parti démocratique gabonais. L'un écrit un brûlot, l'autre un contre-brûlot. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a une autre voie que je trouve assez suicidaire. Il y aurait des délégations qui se sont rendues en France pour vouloir porter plainte. Susciter des marches, tant mieux, on aime bien le folklore. Mais porter plainte dans un état de droit, dans un pays démocratique qu'est la France, libre, où l'écrivain est libre, et que c'est la justice qui peut trancher. J'ai vu quelqu'un qui s'agit très bien là, qui dit qu'il va aller porter plainte contre Pierre Péan. C'est une organisation non gouvernementale. Bon. Je suppose que... Je croyais qu'on avait dépassé ce point. Cette personne a suffisamment des épaules larges. Si vous voulez, je réponds. La question s'adresse à moi. Voilà. La question, c'est moi la réponse. Philippe, vous terminez là-dessus. D'abord, je ne représente pas ceux-là qui s'agitent à gauche, à droite. J'analyse les faits. Et je donne mon point de vue. Mon point de vue est que cette histoire est une tempête dans un verre d'eau et que ce n'est pas la... Elle a fini par casser le verre. Attendez. Non, mais si vous utilisez une expression pareille... Alors, la tempête a fini par casser le verre. C'est quelque chose de quantité absolument négligeable. Or là, nous avons un tsunami, nous avons une tornade d'eau. Mais la tempête a fini par casser le verre. Votre expression, il y a un tsunami. Norbert et Michel, l'expression est maladroite. merci, chers confrères.
Norbert, nous allons passer au deuxième thème. C'est ça aussi l'intérêt du débat par rapport au sujet. Alors nous passons au deuxième thème, Michel Félicité. Non, mais c'est dommage. Je ne crois pas que ma présence sur ce plateau soit encore requise, soit nécessaire. Si je peux pas parler. Si à chaque fois que je prends la parole, j'ai deux personnes qui m'empêchent de parler, il faut faire la police sur le débat. Je vous écoute, moi. Vous m'avez posé une question. Il a fait une démonstration, j'ai suivi. À peine je prends la parole, on me dit non. Mais tu prends la parole pour dire que ce n'est qu'une tempête dans un... Mais c'est mon ami. Et moi, j'ai le droit de... Moi, je rétorque comme vous. Moi, j'ai le droit de rétorquer que la tempête a fini par casser le verre d'eau. Vous faites votre démonstration. Je ne suis pas d'accord avec. Michel, je vous laisse terminer. Michel et Norbert, nous parlons maintenant du pacte social. Le président a réuni le deuxième conseil présidentiel cette semaine pour parler de la réforme du système de santé dans notre pays, marqué par l'apathie et le dysfonctionnement. Alors, François Duc-Mokongui, vous avez suivi effectivement la tenue de ce conseil présidentiel qui s'est également tenu dans la foulée du pacte social tout au long de la semaine. Alors le système sanitaire au Gabon a été tout de suite pointé du doigt. C'est qu'il y a un malaise quelque part. Non, absolument. Les plus hautes autorités de l'État l'ont dit. Nous allons, je vais reprendre le grand Michel Philippe Zé, enfoncer encore une porte ouverte. Nous avons des hôpitaux absolument modernes. Le cas du centre hospitalier universitaire d'Angondje. Il faut être démagogue pour ne pas reconnaître la beauté de cette structure, le matériel qu'il y a exactement là-bas également. Mais aux portes de Libreville, à l'hôpital psychiatrique de Mélène, je me souviens encore de cette image cette semaine, parce que j'ai consacré un reportage à la grève que mènent les personnels. Il n'y a plus de service minimum, et vous allez là-bas, ils sont, entre guillemets, je n'aime pas vraiment l'expression, ce sont des fous, mais j'ai vu un regard d'un de ces malades qui semblait me dire « je suis quand même un être humain comme vous ». Et ça, je n'oublierai pas cette image. Et ce genre de réalité, ce genre de reportage, quand le premier des Gabonais, Ali Bongo Ondimba, voit, il ne peut pas être insensible. Et c'est l'un des mieux informés, si ce n'est le mieux informé de ce pays. Il y a l'information qui remonte vers lui, des informations selon lesquelles il y a de l'argent qui est débloqué, mais cet argent-là n'arrive pas là où il faut, et qu'aujourd'hui, il y a des Gabonais qui peinent, même ceux qui travaillent. Bon, on nous parle de cette caisse Toto Kanti. Vous tombez malade à 22h, à 23h. Or, il y a toute la paperasse qu'il faut, mais il y a de fortes chances que vous trépassiez, voyez-vous. Donc, c'était tout à fait normal, et c'est ce qu'on souhaite, en tout cas, que lorsqu'il y a des situations qui posent problème, on se retrouve autour d'une table pour esquisser les solutions. Pourvu, évidemment, que les recommandations n'aillent pas moisir dans des tiroirs, parce que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État tempête, interpelle ses proches collaborateurs. Nous, ce que nous aimerions voir, c'est que concrètement, tout ce qui a été dit, que ça puisse améliorer le quotidien des Gabonais. N'oublions pas que nous ne sommes qu'à peu près 1,5 million. Il n'est pas tout à fait normal que les populations gabonaises aillent se soigner dans les pays limitrophes. Absolument. Je vous assure que je sais de quoi je parle. Allez demander à nos compatriotes qui sont à Malinga, allez demander à ceux qui sont à Mivoul, etc., etc. Donc là, il y a quelque chose qui cloche, et dire cela, ce n'est pas être derrière Pierre Péan. Non. Nous avons dépassé le sujet. Alors Patrick Bécalé, le président, a révélé que pratiquement 1000 milliards de francs CFA ont été dépensés ces 6 dernières années pour améliorer le système de santé dans notre pays. Mais l'offre de soins reste vraiment insuffisante et parfois même inopérante. Oui, Sylvain, c'est justement le paradoxe gabonais, le grand paradoxe gabonais. C'est un pays où on frôle très rapidement le milliard sans que le contribuable n'envoie les faits, la manifestation dans l'amélioration de l'offre et de la qualité des soins. Il est vrai, un effort indéniable est accompli depuis quelques années en faveur de l'amélioration de l'offre de soins dans notre pays. Mais il faut aussi dire que tout effort doit être sous-tendu par une politique globale, politique en matière de formation des hommes. Combien de médecins a-t-on formé dans ce pays pour réguler l'offre de soins dans ce pays? Combien d'infirmiers ont été formés dans ce pays pour régler ces problèmes? Combien de lits y a-t-il? Est-ce qu'on peut avoir un inventaire palpable sous les yeux qui nous permet de savoir qu'au Gabon, au moment où nous parlons, il y a tel nombre de lits au Gabon depuis 54 ans d'indépendance. Je crois qu'à défaut des éléments mesurables, quantifiables, il n'est pas normal que nous rentrions dans l'autosatisfaction. La situation est grave, parce que des pays moins entiers que nous ont des systèmes de santé beaucoup plus performants.
il est inconcevable qu'avec une population d'à peine 1,5 million d'habitants, le Gabon n'arrive pas à satisfaire l'offre de soins de cette population. Ce qui se passe au Gabon, c'est que nos dirigeants, très souvent, lorsqu'il leur arrive d'être malades, mais ils prennent des avions médicalisés. Est-ce que ce n'est pas pour cela que nos structures sanitaires sont dans cette situation? Les gens vont se faire soigner ailleurs, tout en prenant un discours volontariste sur l'amélioration de l'offre, la qualité des soins au Gabon. Mais lorsqu'ils ont un petit bobo, mais ils sont à l'étranger. Alors je crois qu'aujourd'hui, là aussi, il faut que nos dirigeants se mettent à la hauteur des attentes du peuple. Le Gabon ne vit pas en marge de la communauté africaine ou de la communauté internationale. Nous avons des éléments de comparaison. Et je crois que nos dirigeants voyagent beaucoup. Oui. Et le peuple aussi a des éléments de comparaison. Il regarde à côté ce qui se passe. Ce qui est important maintenant, c'est là aussi qu'au-delà de cette petite réunion où les gens vont parce qu'il faut bien qu'on se fasse voir à la télévision, parce qu'il faut bien qu'on se montre aux côtés du président de la République parce qu'on convoite un petit poste. Il faut dépasser ces petites réunions parce qu'à l'époque du président Bongo, nous avons eu des forums de ce type. On les a démultipliés dans ce pays. Ce que les Gabonais veulent, c'est des éléments palpables. Je suis malade, à quelle porte dois-je frapper pour être guéri rapidement? Je suis issu d'un milieu faible et démuni. Quel est le médecin qui me prend rapidement en charge et pour soigner quelle pathologie? Parce que là aussi, notre système de santé souffre de quoi? Des manques criards de professionnels, de spécialistes. Oui. Il n'y a pas assez de spécialistes. Oui. Il faut les former. Dans tous les secteurs. Et généralement, on dit qu'on va aller... Moi, j'ai vu récemment l'ancien ministre de la Santé aller en France pour aller chercher des médecins. Oui. Mais quel Gabonais va partir de France pour venir administrer sa science dans les structures, tout en sachant qu'il n'a pas le salaire qui compense le manque à gagner, ce manque à gagner. Moi, je crois que c'est à ce niveau-là qu'il y a débat. Alors, il faut former, il faut planifier, il faut des véritables politiques de planification. Et s'il n'y a pas de véritable politique de planification et de formation, il n'y aura rien. Alors, Michel-Philippe Zé, alors l'État investit beaucoup en termes de construction, de modernisation des structures de santé dans notre pays. Alors, mais pourquoi ça cloche à quel niveau aujourd'hui? Écoutez, moi, je crois que François-Duc Mokwangi a abordé un peu légèrement en passant un point sur lequel j'aimerais revenir et qui fonde ma conviction sur les dysfonctionnements qu'on a observés, qu'on observe depuis quelques années, depuis toujours d'ailleurs dans ce secteur-là comme dans d'autres secteurs. Lors du dernier New York Forum à Libreville, la 3e édition, j'ai assisté à un échange entre le président Kagame et le public ainsi qu'avec la presse. À la question de savoir comment est-ce que le Rwanda a-t-il procédé pour, après le génocide de 1994, et qu'il ait pu, en moins d'une décennie, amener son pays, moins de 20 ans, amener ce pays à ce niveau qui est salué par l'ensemble de la communauté financière et économique mondiale. Il a répondu en disant ceci. Nous avons identifié les problèmes, nous avons défini des objectifs, donc les problèmes. Nous avons évalué les moyens en ressources humaines, financiers et techniques. Et nous avons inscrit cela dans un processus d'évaluation, correction et poursuite. Vous savez, le défaut dans ce pays, comme l'a dit François-Duc Mokwangi, ce n'est pas tant les idées ou les intentions qui fassent défaut. Je pense qu'au plus haut sommet de l'État, on a le cœur, on a la générosité, on pense bien et on veut faire bien. Ouais. Sauf que la méthode peut-être n'est pas la bonne. Ouais. Il y a une déperdition de la volonté politique exprimée par le chef de l'État en chemin. Ah ouais. Entre le moment où il énonce, il affirme sa décision, son intention, et le bout de la chaîne dans l'exécution, je crois qu'il y a une déperdition d'énergie. Il faut maintenir la pression tout au long du processus. C'est ce qui fait défaut. Beaucoup de décisions prises par le chef de l'État n'ont jamais percuté sur le terrain parce que tout simplement, soit la méthodologie n'est pas bonne, soit le mode choisi par certains ou les personnes qui ont été en charge de ces dossiers ne sont pas à la hauteur, soit les moyens ne sont pas arrivés au moment où il fallait mettre en œuvre le projet. Donc il faut à ce moment-là régler ces problèmes-là de dysfonctionnement
adapter les moyens au projet et que les moyens arrivent au moment où on en a besoin. Bien. Alors, voilà. Et donc, ce qui est de la santé est aussi valable pour d'autres secteurs d'activité du pays qui souffrent justement de cela. Soit les moyens. Vous savez bien que depuis un certain temps, nous avons un problème au niveau de l'exécution du budget qui fait que certaines administrations parfois passent toute une année ou un semestre sans disposer des moyens qui leur sont alloués pourtant dans la loi des finances. Alors, merci pour cet éclairage. Alors, Norbert Ngouamezu, aujourd'hui, comment améliorer la gouvernance du système sanitaire dans notre pays? D'abord, ce que vient de dire Michel Philippe Nzé relève de la vieille rengaine du fonctionnement du système politique gabonais depuis bientôt un demi-siècle. À savoir qu'au sommet de l'État, les bonnes réflexions sont menées, des bonnes orientations sont données, mais ce sont les exécutants qui posent problème. Ça, on le vit depuis. C'est pour cela qu'on a toujours changé de Premier ministre en faisant porter le chapeau des échecs des politiques menées au seul Premier ministre, tout en exemptant le sommet de l'État. Je crois que cela relève de la vieille rengaine. Et moi, je suis surpris d'une chose quand même. Parce que si on s'en tient qu'aux 5 dernières années, on a proposé une offre politique au peuple gabonais en 2009. Projet de société, l'avenir en confiance. Je suppose que dans ce projet de société qui a été proposé par l'actuel chef d'État, il y avait le volet social. Qui dit volet social, dit santé, éducation, etc., etc. Et de ce projet de société, de cette offre politique, on a élaboré un plan. Le plan stratégique Gabon émergent. Et dans ce plan, il y a le Gabon des services. La santé fait partie de ces services. Mais je suis surpris de constater que 5 ans après, on est encore à se poser des questions sur comment améliorer la santé des Gabonais, comment leur venir en aide socialement, comment accorder les allocations familiales à telle ou telle catégorie sociale, etc. Alors que il y a 5 ans, on ne va pas obtenir on va obtenir en même temps. Vous n'avez pas suivi. Je suis surpris du fait que on soit encore amené à se poser des questions sur le comment faire. Alors qu'un projet avait été fait, un plan avait été élaboré, il ne restait plus qu'à l'exécuter. Et si celui qui doit rendre compte en 2016 estime que 5 ans après, ce qu'il a proposé n'est pas effectif, à ce moment-là, il faudrait que s'il s'interroge lui-même pour savoir si ce qu'il a proposé est gabonais correspond aux attentes des populations. C'est ça la question fondamentale. Parce que réunir, vous voyez, il y a le plan stratégique Gabon émergent. On a fait appel à un cabinet d'études, le cabinet McKinsey, pour savoir comment les Gabonais vivaient dans la pauvreté. Je crois qu'on n'a même pas besoin de ce cabinet pour savoir qu'à Kingale, à Tibentos, etc., les Gabonais vivent dans la précarité. On n'a pas besoin d'une étude à coût de milliards pour le savoir. Ce cabinet a fait cette étude. Et maintenant, on met une commission en place avec des hommes politiques en manque de popularité qui, comme le dirait Patrick Bukale, cherchent à acquérir certains standpoints au sein de l'État pour qu'ils fassent, qu'ils réfléchissent sur un pacte social. Mais enfin, il y a un pacte social. Le pacte se définit comme une convention, un accord entre 2 ou plusieurs partenaires. Cela laisse supposer que l'un des partenaires dit « moi je vous propose ceci » et les autres disent en contrepartie « voilà ce que nous proposons ». Dans le cadre du pacte social dont il est question, quels sont les partenaires? Ce sont les Ndao
On n'est pas là pour citer les noms. Mais, non, mais moi je cite les noms. Non, puisque c'est lui le président de la commission. On est bien obligé de citer son nom. C'est lui le partenaire. C'est lui qui va bénéficier des dotations. Vous négligez sa capacité à gérer. Je ne vois pas ce qu'il vient foutre dans cette galère. Absolument rien. Des mots gros. Pas ce qu'il vient faire. Vous permettez. Non, s'il vous plaît, Norbert. Outrance contre qui? Non, s'il vous plaît. François Duc Mokwangi. Quelqu'un qui est publiquement nommé président d'une commission, pourquoi vous le mettez dans son nom? Alors, Patrick disait tout à l'heure que nous avons un défi. Des mauvais opposants. S'il vous plaît. Entre autres, Ndao est un opposant. Non, s'il vous plaît. C'est François Duc Mokwangi. Merci. Alors donc, Patrick le disait tout à l'heure qu'il nous avions un déficit en personnel spécialisé. C'est vrai, on peut prendre le cas de l'hôpital psychiatrique de Mélène. De 2 psychiatres au départ, aujourd'hui sont 4, mais au vu du nombre sans cesse croissant des malades mentaux à cause de la malvie galopante, donc la pauvreté, elle réagit, elle touche également le psychique quand ça ne va pas bien. Il y a aussi un autre fait qu'il faut relever, parce que la semaine dernière, j'ai couvert le PNDS, le Programme National de Développement Sanitaire. Il y a des gars qui réfléchissent absolument très bien. Avec l'appui de nos partenaires, l'OMS et l'UNICEF, ils ont donc élaboré un canevas chiffré des priorités pour tirer notre système sanitaire de l'avant. Ceux-là, ils ont fait leur travail. Ensuite, ils vont envoyer le document chez qui de droit et là commence l'application. Alors, est-ce que le budget va être dégagé à temps? Est-ce que les dépenses iront là où il faut? Autant de questions. Ce que je souhaite, c'est que... pardon, Michel, il va terminer rapidement. On se rend compte quelque part qu'au milieu de la chaîne, eh bien, il y a des choses qui ne marchent pas, mais dans ce cas, il faudrait sanctionner. Vraiment sanctionner publiquement. Monsieur Duc Mokwangi, vous étiez chargé de gérer 500 francs. Or, on se rend compte qu'il y a un gap de 300 francs. Il faudrait que Duc Mokwangi aille affronter Madame la procureure de la République. Parce que c'était très choquant ce jour-là. Ils ont oublié que j'étais journaliste, les participants à cette rencontre-là. Ils n'ont pas fait dans la langue de bois. On va retenir que le Gabon, notre pays, pays à revenu intermédiaire, nous avons l'un des records en matière de mortalité maternelle et infantile. Il y a des pays nettement moins capables que nous qui sont au-dessus. Ça, ce sont des chiffres qui chiffonnent. Et donc, que le chef de l'État monte au créneau, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est dans ses prérogatives. Il a été élu pour que les Gabonais se portent mieux, pour que les futurs Gabonais viennent dans ce monde et qu'ils puissent grandir convenablement. Au président de la République de faire ceci. Le diagnostic est posé, il faut de la chirurgie, et ça ne fait pas toujours du bien, mais les voleurs, leur place, c'est en tôle. Mais il ne faut pas tergiverser. On termine sur ce point-là avec Philippe Zé, oui. Je voulais juste dire que ce que François Duc Mokwangi dit est frappé au coin du bon sens. Ce que je voulais dire, ça rejoint ce que je disais, c'est que je crois qu'il ne suffit pas d'annoncer les intentions, il faut mettre en place, il faut qu'on cesse avec ces dérives-là, ces éléments. Il faut qu'aujourd'hui, et je pense que l'esprit un peu de la réforme prônée par le chef de l'État, c'est la prise de responsabilité, le changement dans le management de cette politique, la santé, par ce qu'on appelle l'obligation de résultat, de la performance, et aussi bien au niveau des personnels de santé qui doivent être mieux rémunérés, aussi bien que dans la mise à disposition de moyens techniques et matériels afin qu'ils puissent faire leur travail, mais tout cela est bien sur papier et dans les intentions. Et il faut alors traduire tout cela en acte, en action, en responsabilité. Et c'est là où je rejoins François Duc Mokwangi. Nous sommes dans une démarche où l'énergie se disperse, se dilue sans conséquence, sans préjudice pour personne, seulement pour le préjudice des populations. Il faut qu'enfin que les gens rendent des comptes et qu'on tienne au moins compte de ce qu'on a annoncé et qu'on garde le cap et que la volonté exprimée par le chef de l'État soit maintenue, renforcée tout au long de la chaîne. C'est ça le problème. Non, mais je voulais tout simplement ajouter par rapport à ce que dit Michel Philippe. Si l'énergie se disperse, se dilue, il s'agit de l'énergie d'un système. Ça veut donc dire que le système est lui-même mauvais. Ah bon? Bah oui. Bien. Alors, forcément. Mais troisième position. Si l'énergie se disperse, pourquoi je suis pas sujet? Depuis les années, le système est mauvais. vous êtes au maquis. Je ne suis pas au maquis. Je ne suis pas. Je connais vos conditions. Pourquoi je ne suis pas sujet? Norbert, devant l'urgence de la situation, tournons-nous vers nos amis chinois.
peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris. Bon, impact social est en gestation. Qui est à mission? C'est-à-dire que tous les moyens sont bons si ça peut améliorer la situation. Tous les moyens sont bons si on peut améliorer la situation. Donc, impact, un comité de suivi du pacte a été mis en place. Vous ne pouvez pas déjà juger de l'opportunité de cette initiative. Attendons voir. Voilà. Attendons voir. Et nous pourrons il faut balayer. Troisième sujet. Tout le système n'est pas pourri. Il y a des il dit qu'il y a des perditions. Ça se dilue. Mais le système va finir par exploser. Bien. Pourquoi je suis pas troisième sujet. Troisième sujet. Un système qui perd de l'énergie. Troisième sujet. Qui les résiste. Norbert Ngouamezu, troisième sujet. C'est sur la rencontre entre le chef du gouvernement Daniel Onando et les partenaires sociaux du secteur public. L'école aujourd'hui quasiment ne fonctionne pas dans le secteur public. François Duc Bokongi, des grèves récurrentes. Et là, la pipe également n'est pas encore payée. Il y a des grincements de là un peu partout. Il fallait réellement que le chef du gouvernement échange avec les partenaires sociaux pour essayer de démêler le chevaux. Je vais être un peu brutal. Le chef du gouvernement met fin à la politique de l'autruche, qui consiste à mettre la tête dans le sable alors que le reste du corps est derrière pour ignorer la réalité. Et le chef du gouvernement est aidé à cela par une certaine presse qui nous présente que tout va pour le mieux au Gabon et que tous ceux qui font état de grève, Marcel, Libama et consorts, ce sont des empêcheurs de gouverner en paix. Mais la réalité, elle finit par nous rattraper. Vous savez, nos mamans, lorsqu'elles allaient à la pêche, elles barraient les rivières. C'était pour un temps. C'est pourquoi il fallait vider rapidement, attraper le poisson, car le barrage finit par être emporté par les flots. Donc la vérité, elle est là, en pleine figure. Nous nous rendons compte que le bateau prend de l'eau, excusez-moi l'expression, au vu des grèves un peu partout. Et ces grèves-là, bon sang, on ne va pas dire qu'elles sont téléguidées par une main noire. On se bat d'abord pour le ventre. Quand on n'a pas mangé, quand on a sa progéniture qui est malade, on ne peut pas, comment dire ça, être au top. Vous présentez votre journal, vous vous cassez la figure régulièrement, pourtant vous avez bel et bien écrit vos papiers parce que vos pensées sont ailleurs. Donc, alors la situation est là. Aucune personne, ni du côté de la majorité, ni du côté de l'opposition, ni du côté de la société civile, personne n'a la réponse à 100%. D'où la nécessité, effectivement, de se faire face. Mais ceux qui sont dans les syndicats, ce sont des compatriotes, bon sang. Ce sont des compatriotes. Ce ne sont pas des ennemis de la nation. Je n'ai jamais entendu M. Libama ou un autre syndicaliste dire qu'il va falloir brûler la maison au Gabon. Ni non plus les opposants, bon sang. Nous sommes tous des Gabonais et nous voulons quoi? Que ce pays aille pour le mieux. Moi, je paye des cotisations. On me retire de l'argent, ben, il faudrait bien que cet argent-là serve à quelque chose, non pas pour entretenir de grosses berlines ou permettre à certains de se faire dévirer ci et là. Donc, M. le Premier ministre a voulu jouer les politiques de l'Autriche. Maintenant, Dieu merci, il s'est réveillé. C'est tant mieux. Et donc, les échanges, ça n'a pas tourné. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Les syndicalistes étaient très remontés parce que ça fait longtemps qu'ils demandent à être reçus pour pouvoir discuter convenablement. Et donc, dans quelques jours, ce sera à la présidence devant le chef de l'État. Et là, il s'agirait que de part et d'autre, on fasse un peu de concession. Moins de surenchère démagogique du côté des syndicats parce que tout est fonction du budget que nous avons, tout est fonction des ressources financières. Quand on dit, bon, la pipe pour tout le monde, on ne va pas aller toucher un bouton et plaf, les milliards de tombés. Alors, Patrick, et au gouvernement aussi de ne pas jouer les démagogues, excusez-moi de l'expression, c'est-à-dire dire que tout va bien, nous avons les moyens, alors que dans le fond, les caisses, selon les spécialistes, elles tendent plutôt à tarir. Michel va me demander de justifier ce que je dis. Je vous donne le numéro de celui qui m'a filé l'info. Bien. Alors, Patrick Bekale, vous avez la parole. Alors, sur la rencontre hier entre le chef du gouvernement et les partenaires sociaux, on ne peut pas dire que la montagne a accouché d'une souris, quand même. Oui, le Premier ministre, comme on pouvait s'y attendre, a fait un certain nombre d'annonces. Il a notamment annoncé cette rencontre imminente le 17 novembre prochain entre le président de la République et les partenaires sociaux. C'est une première, hein? Oui, il a également fait part une première, c'est un peu excessif quand même. Pour lui, pour du le paiement. oui. Et il a dit également que la PIP, la prime d'incitation à la performance, serait payée très prochainement, sans indiquer une date. Un chronogramme. Mais pour les partenaires sociaux que j'ai pu approcher au sortir de cette rencontre, la déception était très forte. Ils s'attendaient à ce qu'à la suite des nombreux forums qui ont été organisés ici et là, des rencontres similaires, que le Premier ministre leur propose désormais un calendrier, un agenda précis de mise en œuvre des revendications contenues dans leurs différents cahiers de charges.
Et c'est ce qu'ils m'ont dit, certains que j'ai pu approcher au sortir de cette rencontre. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation globale du pays est désolante. Nous voyons depuis quelque temps les ministres qui se succèdent à l'Assemblée nationale pour défendre leur projet de budget. Je m'interroge sur la possibilité qu'a le gouvernement, la marge de manœuvre du gouvernement à pouvoir satisfaire à ces demandes multiples des différents partenaires sociaux. Est-ce que le gouvernement a aujourd'hui les moyens matériels et financiers pour répondre? Parce que nous savons que le budget de la République a été conçu sur la base d'un pétrole à près de 87-98 $. Aujourd'hui, on voit la dégringolade du pétrole. On voit également que certaines demandes en matière première sont en train de chuter du fait de la baisse de la demande chinoise. Est-ce qu'il y a là, quelle est la marge de manœuvre du gouvernement à pouvoir satisfaire toutes ces exigences qui sont multiples? Et moi, je me dis que par rapport à cela, il faut que nous fassions preuve également là de beaucoup de modestie. Oui. La modestie commande qu'on dise la vérité aux Gabonais, qu'il y ait un véritable débat franc et sincère entre le gouvernement d'une part et les partenaires sociaux. On a eu récemment, il y a 4 ou 5 ans pendant la présidence du frère président Omar Bongo, la trêve sociale. Oui. C'est vrai que nous ne pouvons pas revenir sur la même recette, mais ce qui n'est pas bon, effectivement, qu'acteurs de la société civile et gouvernement fassent établissent une sorte d'agenda d'élaboration progressive des doléances qui sont contenues dans les différents cahiers de charges, entendu que j'en ai bien peur que d'ici la fin d'année et dès l'année prochaine, ces doléances aillent crescendo et compte tenu de la contraction des ressources de l'État, je me demande bien comment on peut faire. Bien. Alors, avant le 4e sujet, vous allez prendre la parole, Norbert Ngouamezou et Michel Philipse, pour aborder et très rapidement le sujet relatif au Burkina Faso. Alors, vous avez suivi effectivement le chef du gouvernement, Norbert Ngouamezou, échanger avec les partenaires sociaux, mais beaucoup de partenaires sociaux disent aujourd'hui que le problème de fond, au-delà de la pipe, c'est qu'il faut revoir aujourd'hui, il faut parler de la valorisation du SMIC, mais également du point d'indice, parce que ce sont ces éléments qui ont des répercussions sur la carrière d'un agent public. Non, mais Michel Philipse a eu raison tout à l'heure de dire qu'il y a des perditions d'énergie et que le système se dilue. Parce que le Premier ministre Nondo n'est que l'un des pompiers qui tente d'éteindre un feu que l'on a allumé il y a de cela plusieurs décennies. Pour ne parler que du secteur éducation nationale. Que vous connaissez bien. Vous vous rappelez que ce feu a emporté Martine Olabou en 92, le feu que tente d'éteindre le Premier ministre au nom d'Orgeon. Mais c'est lointain, ça. Non, mais, ce que je voudrais signifier, c'est qu'il s'agit des tares et des travers d'un système et que le fait de recevoir des partenaires sociaux ne contribue en rien à l'éteindre. Parce que, pour ne reprendre que l'éducation nationale, Marc Luropivia attendait de l'éteindre. Il n'y est pas parvenu. Oleg Misambo a tenté, il n'y est pas parvenu. André Mbobam a tenté, il n'y est pas parvenu. Michel Menga a tenté, il n'est pas parvenu. Louis Gaston Mayela, Alexandre Samba, pour ne citer que cela. Et Séraphin Mundunga, qui est venu même encore mettre de la poudre au feu. Ça veut donc dire que c'est un système qui est en déperdition et ce n'est pas le fait de rencontrer les partenaires sociaux de manière circonstancielle qu'on va l'éteindre. Mais il faut bien qu'on discute. Hein? Il faut bien qu'on discute, mais pour arriver à quelle conclusion? Vous vous rappelez l'USAP? Vous vous rappelez l'USAP dans les années 90, en début des années 2000, avec une certaine Christiane Bitouga, etc. à la tête. Vous savez, dans les rues de Libreville, on a dansé au son des tam-tams, des grelots, etc. pour secouer le Premier ministre qui était Paulin Bongem à l'époque, pour qu'il tente d'éteindre ce feu. Il n'y est pas parvenu. Il s'en est allé. Aujourd'hui, le Mossad a remplacé l'USAP et c'est au Premier ministre de le faire. Je me demande bien s'il va y parvenir. Je n'en suis pas sûr. Parce que
Michel, encore une fois, Michel Philippe a raison. Il y a un système qui... Pour une fois, il a raison. Pour une fois. Bien. Alors, Michel... Il y a un système qui perd de l'énergie. Et quand il y a un système qui perd de l'énergie, il faut le remplacer. Bien. Alors, Michel va terminer avant de... Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti chercher ça. Mais s'il a voulu, si sa pensée, il a exprimé qu'il ne l'attribue pas. Je ne parle pas de tu as parlé de partition. Je parle à la méthodologie du travail. Non, tu as parlé de partition, de dilution, etc. Non. Michel, sur la méthode... Je n'ai pas mis sur mon accord remonter la bande. On peut remonter la bande. Bien, Michel, sur la démarche... On a vu avec le fait du plateau. Non, ce n'est pas le pit, non. Ce n'est pas le pit. On peut remonter la bande, c'est des mots que vous avez vous-même utilisés pour caractériser le ballon à certains évitables. Alors, Michel Philippe, monsieur le gouvernement, commencer par ceux qui nous savons que les syndicats, ce sont quand même des instruments, des outils d'aide à la décision. Vous pensez que la démarche du chef du gouvernement était salutaire? Attendez, moi, je voudrais, entre tous, dans tout ce qui a été dit ici, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a d'autres que je ne retiens pas, mais je note seulement que le fait que le Premier ministre engage le dialogue avec les partenaires sociaux est une bonne chose. Qu'on ne lui fasse pas au moins ce reproche-là de refuser le dialogue. Parce que l'une des revendications des partenaires sociaux, c'est de ne pas avoir été ou d'avoir le sentiment qu'on ne les entendait pas, on ne les écoutait pas. Mais non, c'est fait. J'émets également quelques réserves quant à la suite qui sera donnée justement à ces assises-là. Peut-être qu'elles ont le seul mérite seulement de se tenir. Mais je suis de ceux qui, très tôt, et en public, notamment par le biais des émissions auxquelles vous nous conviez parfois, suis l'un de ceux qui disent qu'il faut mettre à plat le problème de la santé et le problème de l'éducation nationale au Gabon. Ce n'est pas par des cautères fixés sur les jambes de bois qu'on peut régler les problèmes. Il faut prendre ce problème de manière fondamentale. L'éducation nationale doit être décrétée secteur prioritaire, hautement prioritaire, et pour cela, et en raison de cela, disposer de moyens exceptionnels, avec si possible, une méthodologie de travail différente. Je voudrais juste souligner une chose. Moi, quand j'étais enfant, l'enseignant faisait partie des privilégiés de la société. Dans certains coins du pays, l'enseignant était convié à la table du gouverneur, à la table du préfet lors de grands événements nationaux. Ce n'est plus le cas. C'est symptomatique de la dégradation du statut de l'enseignant au niveau de notre pays, pour ne pas dire de l'école en général. Je crois qu'il faut repenser l'école gabonaise et éviter d'aller sur des petites revendications qui en fait traduisent un malaise qui est global. Je crois qu'à ce niveau-là, autant qu'à la santé, le chef de l'État le fait bien justement de poser la question. Et concernant le point sur la PIP, là également, je suis de ceux qui pensent qu'il faut suspendre, s'il faut supprimer la PIP, qui est une très mauvaise idée. Pour laisser quoi à la place? C'est une trop mauvaise bonne idée. On peut bien, justement, comme vous l'avez évoqué dans votre question, discuter des moyens de l'augmentation du SMIC et de l'augmentation du point d'indice, qui me paraissent pertinents. Pas que seulement parce que le fonctionnaire retraité aurait ces avantages-là une fois qu'il cessera de l'activité, mais aussi parce que tout cela correspond à une exigence morale. Ce n'est pas normal qu'environ 100 000 fonctionnaires que nous sommes se partagions 300 milliards au moins tous les 3 mois et le reste, la communauté nationale. Ils ne sont pas moins gabonais, ceux qui ne travaillent pas, qui ne sont pas fonctionnaires. Je pense que moralement, c'est injuste. Et que c'est une très mauvaise bonne idée. Ce qu'il convient de faire, c'est raisonnablement aujourd'hui amener le gouvernement à prendre conscience de cette réalité-là. Pourquoi ça traîne? C'est parce que nous avons un problème de trésorerie. On vous a compris. On a peur, on ne peut pas. On n'a pas pu. Attends, je termine quand même. Les autres se sont exprimés là-dessus. On n'a pas pu régler ces problèmes-là depuis le mois d'octobre, qui correspondait à la tranche trimestrielle de première partie du deuxième semestre. C'est parce que la trésorerie ne suivait pas. Ça veut dire que nous sommes en difficulté. La trésorerie est tellement tendue et qu'à chaque fois, tous les 3 mois, on doit couper les cheveux en 4 pour payer ce montant à l'ensemble des fonctionnaires me paraît quelque chose d'irréaliste. Il faut courageusement aborder la question sous un autre angle, sous l'angle de l'augmentation du SMIC et de l'augmentation du point d'indice. Alors, François Duc-Mokongui, avant Patrick qui va terminer. Michel, j'ai cette question qui me taraude là. Que sont devenues les conclusions des fameux états généraux de l'éducation? Les états généraux qui ont nécessité des milliards de francs CFA. Il semble qu'on avait réuni ce jour-là la crème du monde éducatif gabonais.
parce que tout a été dit lors de ces états généraux, qui ne sont pas les premiers du genre. Est-ce qu'il faut encore, ce sont les Zoulous qui le disent, est-ce qu'il faut encore un nouvel Imbizo? C'est-à-dire une réunion? Question pour question, avant que vous ne preniez trop de temps, parce que la réponse, je la donnerai peut-être pas, elle ne vous satisferait pas. Question pour question. Doit-on pour cela s'arrêter de penser? Parce qu'il y a eu des états généraux. Il suffit de dépoussiérer les conclusions de ces états généraux et remettre la boussole à marche. On n'a pas besoin de convoquer un nouvel Mbizo, comme disait une nouvelle réunion de chefs. On perd du temps, on claque du pognon. Patrick Bekale. Non, la décision de mettre en œuvre ces états généraux. Mais c'est de cela dont je parlais. Tout à l'heure, nous allons boucler cette émission par le Burkina Faso. Oui. Les Gabonais, les Africains ont des éléments de comparaison. Ils regardent la télévision. Nous sommes dans un monde, dans un univers mondialisé. Pourquoi nous faisons des choses comme ça? Ce n'est pas normal. Ce que nous devons faire aujourd'hui, nous savons que la situation sociale est explosive au Gabon. Il faut avoir la lucidité d'anticiper. Je le dis humblement, il faut que nos gouvernants aient la lucidité d'anticiper. La jeunesse, ceux qui sont nés dans les années 90, ont aujourd'hui 24 ans. Il faut prendre conscience que la demande sociale est forte. Il faut donc anticiper. Anticiper, ça veut dire que les politiques doivent faire en sorte que toutes ces demandes qui s'expriment ici et là puissent être maîtrisées et contenues avant que ça n'explose. Ça veut dire que le président de la République doit rapidement convoquer en urgence les acteurs sociaux, les acteurs politiques pour revoir un peu l'organisation sociale de notre pays. Faute de cela, j'ai bien peur que nous allions vers une implosion. Alors, un dernier mot sur le Burkina Faso. Voilà. Alors, François-Duc Mukongi, c'est une actualité brûlante sur le continent. Blaise Compaoré, après 27 ans de pouvoir, a quitté le pouvoir par la petite porte, chassé par la rue. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les militaires tiennent les commandes. Le lieutenant-colonel Zida annonce qu'il a commencé depuis un certain temps des contacts. Il a multiplié les contacts, aussi bien avec les partenaires de la CEDEAO, mais également de l'Union africaine. Aujourd'hui, on attend la mise en place d'un gouvernement civil, et là on prépare une charte. Si j'aurais été Norbert Gouabezu, j'aurais titré ceci, la chute du PP, entre parenthèses, du pyromane pompier. Parce que Blaise Compaoré, voilà quelqu'un... Et là, je ne suis pas vraiment très fier d'être journaliste, parce que c'était un monsieur qui a été encensé comme étant le grand facilitateur devant l'Éternel, oubliant la manière rustique avec laquelle il est arrivé au pouvoir, donc un coup d'État qui a coûté la vie à l'un des héros de tous les temps, le capitaine Thomas Sankara. Et puis comme ça, en moins d'une semaine, il tombe, il rejoint les poubelles de l'histoire, je pèse mes mots. Je ne pense pas que l'histoire puisse garder une image positive de cet homme, loin de là. À preuve, lors de sa chute, explosion de joie dans les rues, dans les réseaux sociaux, les commentaires sont en tout cas acerbes sur Blaise Compaoré. Et il a la chance, Blaise Compaoré, il quitte l'histoire sur ses deux pieds, contrairement à son élu, son prédécesseur, qui a été refroidi et enterré à la sauvette. Mais il va se faire rattraper par l'histoire, c'est ce qui est très bien. Alors aujourd'hui, maintenant, vous dites qu'ils sont en train de rédiger. Ce qu'il faut saluer, c'est que l'après Compaoré se négocie de façon collégiale. Okay, donc la société civile et l'opposition se retrouvent donc ensemble, comment engager pour le mieux la transition qui arrive. Avec quand même une petite précision, les partisans de l'ancien président ont été exclus de cette dynamique, un peu à raison. Voici des gens qui ont refusé d'épouser l'heure du temps, c'est-à-dire comprendre que la Constitution, elle est fondamentale. Monsieur, vous avez fait 27 ans, vous ne pouvez plus retoucher, tripatouiller le texte. Prenons l'exemple des États-Unis. Vous faites 2 mandats, vous allez à la maison. Alors, les partisans du CDP ont voulu soutenir leur champion jusqu'au bout, avant de se déculoter en fin de compte. En face, les autres ont dit, pas question, vous ne venez pas, nous n'avons pas besoin de vos idées, jouez maintenant un peu le rôle de l'opposant, et vous verrez qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il y a l'Organisation de l'Unité africaine, il y a la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui réagit un peu tardivement, mais c'est très beau, il y a eu cette bonne pression, cette réunion à Ouagadougou, et donc à Accra depuis hier. Ces deux ensembles ne veulent pas imposer aux Burkinabés une solution. C'est aux Burkinabés eux-mêmes
de trouver la personnalité civile qui va donc piloter cette période de transition. Et surtout, il y a un canevas qui est en ce moment élaboré pour la mise en place d'un gouvernement intérimaire. Ensuite, arrêter la date des élections générales, donc dans un an, en novembre au maximum. Donc une transition, comme dirait Patrick, assez remarquablement négociée, ce qui permet de dire que, eh bien, on peut laisser le peuple longtemps endormi, mais finit toujours par se réveiller. Et le réveil peut être brutal. Et ce qui se passe au Burkina Faso, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux télévisions par satellite, nous vivons cette actualité au jour le jour. Certains manfoutistes, certains de nos chefs d'État et de gouvernement qui nous dirigent, qui aimeraient rejouer la version raffinée du feuilleton Blaise Compaoré, ils devaient plutôt tirer les enseignements. Ce qui arrive à l'autre peut vous arriver demain. Quand on coupe la tête du coq, le canard a tout intérêt à ne pas brasier. Norbert Ngomezu, Blaise Compaoré est tombé. Aujourd'hui, on est dans une logique, la mise en place d'un gouvernement civil après 27 ans de pouvoir militaire, quasi militaire, si l'on peut s'exprimer ainsi. Et l'Union africaine est quand même s'est fait remarquer cette semaine en donnant 15 jours aux militaires pour mettre en place, pour laisser le pouvoir civil. C'est une menace apparemment que le lieutenant-colonel ne prend pas au sérieux. Hein? Bon, l'Union africaine a toujours brillé d'un conformisme qui prend fin lorsque les peuples se soulèvent. Et c'est en ce moment qu'ils découvrent qu'il y a des problèmes dans un pays. Ce qui m'amène à dire que, au-delà des événements survenus au Burkina Faso, il faut regarder si certains régimes politiques africains ne portent pas les germes de ce qui est arrivé au Burkina Faso et qui pourrait leur arriver aussi. Parce qu'on a deux types de constitutions en Afrique. Des constitutions qui limitent le mandat des chefs d'État en fonction à deux, généralement. Deux mandats, oui. C'est le cas du Burkina Faso, c'est le cas des pays que François Duc Mukwandi a cités, le Rwanda, le Burundi, la RDC et même le Congo-Brazzaville. Mais il y a d'autres constitutions qui autorisent un chef d'État à se présenter autant de fois qu'il le veut à l'élection présidentielle. De façon indéterminée. De manière déterminée. Ce qui revient d'ailleurs au même, ce qui ne revient pas au même, parce que ce que les Burkinabés ont refusé, c'est le fait que Blaise Compaoré cherche à les ramener à cet anachronisme qui voudrait qu'un chef d'État ait la latitude de se présenter, etc. Et comme on sait comment sont organisées les élections en Afrique, avec des tripatouillages, de l'influence, des forces armées qui interviennent, etc., les Burkinabés ont dit non, on ne revient pas à cet anachronisme parce que nous pensions déjà être en avance par rapport à certains pays. Mais il y a bien sûr des pays qui veulent copier ce que Blaise Compaoré a voulu faire. Mais il y a d'autres qui sont assis sur des constitutions qui, tôt ou tard, finiront par poser problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour revenir à la question que tu as posée, qu'en ce moment-là, que l'Union africaine interpelle ces chefs d'État pour qu'ils déverrouillent les systèmes politiques qui ne permettent pas l'alternance. Je crois que dans le cas du Gabon, pour revenir, parce qu'il faut bien parler du Burkina Faso, mais il faut aussi quand même balayer devant notre propre déventure. L'article 9 de la Constitution de la République gabonaise permet au chef d'État en fonction de se présenter autant de fois qu'il le veut à l'élection, comme candidat, de se porter comme à l'élection présidentielle. Naturellement. Il serait temps d'épouser la naturellement. Alors, Michel-Philippe Zé, sur la chute de... Il faut qu'il y ait un débat. Je sais pas, parce que tout à l'heure on disait, il faut repenser l'éducation, il faut repenser la santé, il faut repenser le social, mais il faut repenser aussi le politique. Bien sûr. Pourquoi on s'attellerait à repenser uniquement les problèmes d'éducation qui sont, je l'accepte, qui sont des problèmes importants, parce qu'on a décrété l'émergence dans ce pays, mais l'émergence, ça se fait avec des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens supérieurs, etc. Et ces gens-là doivent être formés. S'ils ne sont pas formés,
on n'atteindra jamais le stade de l'émergence. C'est pour ça que les problèmes de l'éducation sont importants, ainsi que les problèmes de santé. Mais il y a aussi les problèmes politiques, dont celui que je viens de poser. Voilà. C'est-à-dire l'article 9 de la Constitution gabonaise pose problème. Oui, à propos de l'organisation de l'Union africaine, merci, s'il te plaît, Norbert, à propos de l'Union africaine, l'ensemble continental dénonce bel et bien tout tripatouillage de la loi fondamentale pour demeurer au pouvoir. Donc moi, sur le texte, c'est déjà écrit. Et maintenant, la promptitude, vous savez, c'est quand même, sans être méchant, un syndicat de copains. Bien, alors Michel Philippe Nzé, sur la question burkinabé, aujourd'hui on est dans une logique de mise en place d'un gouvernement civil après la chute du président Compaoré. Écoutez, moi je ne vais pas me prononcer sur des choses qui sont en cours, sinon faire des plans sur la comète. Attendons de voir ce qui va arriver. Je pense que les Burkinabés ont donné la preuve de leur maturité. Oui. Mais ce que je voudrais plutôt souligner, c'est qu'il y a eu 1 million, semble-t-il, de manifestants pour déposer Blaise Compaoré. Pour un pays d'environ 17 millions, c'est une part très minoritaire. Je m'interroge sur la suite après la transition. Parce qu'on notera que les leaders de ce mouvement, de cette révolte-là, sont les mêmes anciens copains du CDP, du président Blaise Compaoré, dont Zéphirin Diabré. Et d'autres encore. Marc Rocabore. C'était le président de l'Assemblée nationale. Et donc, je dis, on a là en même temps, on encense une révolte qui, à mon avis, n'est pas une révolution, parce qu'on a connu cette révolution en 82, dans le même Burkina. 83. Une vraie révolution, où le peuple, dans son ensemble, a dit non à un système. Et là, nous avons là ce qu'on appelle une révolte, mais qui n'en reste pas moins assez louable. Oui. Si on tient compte de l'objectif qui était d'empêcher le président Compaoré de tripatouiller la Constitution, parce qu'il faut qu'on arrête justement avec cette pratique-là, pour être pris au sérieux. Mais il faut aussi s'interroger, plutôt un peu s'alarmer déjà sur la guerre des chefs, parce qu'on a débouté un patron, parce que les sous-patrons voudraient que leur tour sonna, que certains puissent aussi également se mettre dans la course. Et l'interrogation que je me pose est celle-là. Est-ce que cette révolte populaire ne va pas se traduire par ce qu'on appelle des guerres de tranchées entre les héritiers qui, pour la plupart, ont partagé le fauteuil du chef pendant longtemps? Je voudrais quand même rectifier ce qu'a dit Michel Philippe. En 1983, ce n'est pas le peuple qui a fait partir Saïd. Non, mais le peuple a suivi le mouvement. C'était une insurrection de l'armée menée par Sankara, Jean-Baptiste Lingani, Henri Nzongo et Blaise Compaoré. Je le sais, et que je sais que le peuple a adhéré, constitué une cellule d'obédience communiste qu'ils appelaient le regroupement des officiers communistes. Et cette fois-ci, parce que vous croyez qu'il n'y a pas de chef? Attendez, s'il vous plaît, il va terminer. Cette fois-ci, ce sont les organisations de la société civile. Ce sont les organisations de la société civile. Et les ce sont les syndicats. J'y arrive. S'il vous plaît. Ce sont les organisations de la société civile. Et j'ouvre une parenthèse. Au Gabon, lorsque ces organisations de la société civile ont voulu se mêler du débat politique, lorsqu'il était question d'une conférence. Attendez-vous, on a dit la société civile, vous n'avez pas à vous mêler du débat. Mais il y en a marre. Il y a eu le mouvement. Dans les partis politiques, non, mais laissez terminer. Il y a eu le mouvement. Non, mais vous n'avez pas laissé terminer. Il y a eu le mouvement. Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez me dire que les partis politiques, les leaders politiques purs n'ont pas pris part? Vous voulez que je vous réponde? C'est la réponse qui m'intéresse. J'ai ouvert une parenthèse en disant, il y a les organisations de la société civile. Et au Gabon, on leur a interdit de ne pas se mêler du débat politique. Il y a les syndicats. Vous les avez entendus parler. Vous avez entendu parler des syndicats du Burkina Faso, qui sont bien structurés. Et vous avez entendu parler des partis politiques. Attendez, vous m'annoncez, que le soit de MPP ou le parti sankariste. Tout ça pour dire que les partis politiques n'ont pas joué un rôle. Mais est-ce qu'il m'entend pas? Mais vous m'entendez pas, vous m'entendez bien. Vous tournez toutes ces forces. Attendez, s'il vous plaît. Organisation de la société civile, syndicats, partis politiques. Est-ce que vous êtes pénible, mon ami? Non, s'il vous plaît, Michel. Non, pas de la société civile, ça ne m'intéresse pas. Non, Michel. Mais vous voulez
entendre ce que vous voulez entendre. Ce n'est pas à moi de... Ce que vous ne voulez pas entendre, c'est qu'au Gabon, on est interdit aux organisations de la communauté de se mêler de politique. Or, au Sénégal, le mouvement Yanama a contribué à barrer la route à Ouad. Au Burkina Faso, le balai citoyen a contribué avec les partis politiques de l'opposition et les syndicats à faire partir Campore. Voilà ce que je vous dis. Alors, Patrick Bécalé, donc ce n'est pas pareil avec ce qui s'est passé. Ce n'est pas la même chose avec ce qui s'est passé en 1990. Michel, s'il te plaît, Norbert. Je vous dis, Michel, ce qui s'est passé s'il vous plaît, en 83 n'est pas à comparer avec ce qui vient de se passer. Parce que en 83, c'était une insurrection de l'armée. Merci maintenant. Patrick Bécalé à la parole. S'il vous plaît, Patrick à la parole et on va terminer par là. 4 millions de personnes qui ont pris part à cette... Patrick va terminer. Sur le Burkina Faso, voilà. Nous pouvons dire que Béchir Ben Yahmed a eu raison très tôt de nous avertir sur le fait que le multipartisme, ce n'est pas la démocratie. On a beau mettre en Afrique des démocraties de façade, tôt ou tard, ça finit par exploser. Et le Burkina Faso vient de nous en donner une claire illustration, un bel exemple. Les leaders africains, les chefs d'État africains doivent méditer sur l'exemple burkinabé pour reformater le cadre politique de leur État. Aujourd'hui, les jeunes Africains, et nous le voyons à travers le monde, la demande sociale en matière de démocratie est très forte. La demande sociale en matière de bien-être est très forte. Je crois que tout dirigeant averti doit pouvoir anticiper dès à présent sur la volonté des peuples qui s'expriment à travers leur jeunesse. Voilà. Et Blaise Compaoré, pour ne pas avoir pris la hauteur, anticipé la mesure des attentes de son peuple, est parti, comme il est arrivé, à la suite d'une insurrection populaire, il est parti, Dieu merci, qu'il n'est pas mort à la suite de cette insurrection populaire. La France l'a aidé à sortir. La France l'a aidé à sortir, mais il sort par la petite porte. Oui. Lui qui avait pourtant du talent, il avait du talent de la médiation, mais là aussi, on démontre aussi que quel que soit votre talent, quand le moment de partir est arrivé, il faut passer la main. Voilà. Alors, François Duc, vous terminez? Oui, s'il vous plaît. Non, vous terminez là-dessus. J'étais un peu choqué par un des propos de Michel Philippe-Izé. Et il faisait allusion donc aux anciens caciques aujourd'hui dans l'opposition devenue. Est-ce que c'est vraiment un tort que de quitter le parti au pouvoir lorsqu'on ne se retrouve plus? On l'a vu notamment dans notre pays, le Gabon, les anciens caciques du Parti démocratique gabonais qui sont traités de tous les noms d'oiseaux dans certains journaux. Ils sont aigris, ils n'ont rien à manger, ils sont affamés. C'est un peu ce que vous voulez dire. Donc, Ablassé Ouedraogo, qui d'autre encore là, tous ceux-là, ils sont aigris, des affamés. C'est le moment où les intérêts de la nation sont en jeu. Non, je suis sérieux. Maintenant, c'est terminé. Je ne suis pas inspiré. Je pense que on n'a pas le droit de quitter un parti. Le Gabon est un pays atypique. En politique, je crois que vous restez. On va terminer. Vous parlez à ma place. Je voulais dire que l'ambition politique est tout à fait autorisée. Oui. Et que Jean-Marc Kaboré ou bien Roch-Marc Kaboré ou Zéphiré Diabré ont anticipé. Soit des gens qui aujourd'hui postulent pour la première place au niveau du Burkina, c'est normal. Mais je n'ai fait que le souligner. Le souligner, ça veut pas dire pour autant que je dénonce cela. Mais parce que je dis qu'il faut intégrer cela dans la dynamique qui a conduit. Très tôt, ce sont ces leaders qui ont dit à l'autre, la Blaise Compaoré, même en quittant le parti, qu'il n'est pas question qu'ils ne sont pas solidaires avec sa décision de modifier l'article 39. Bien, merci Jean confrère. Voilà, maintenant c'est terminé. Et donc à ce niveau-là, on comprend bien le rôle moteur qu'ils ont joué dans la sensibilisation des populations par rapport à cet enjeu-là. Et je crois qu'en politique, c'est normal. Cet exemple doit faire école. Et de toute façon, c'est normal. Mais il faut intégrer cela dans la réflexion, ne pas l'exclure. Quand on vient en Génisie, ça doit faire école sur le continent. On nous traiter au Gabon d'un grand Merci.
Merci, merci, merci. Vous nagez à contre-courant. Merci, chers confrères. Norbert, Michel, Patrick, merci d'être passé sur ce plateau. Michel Flimzé, François Duc Mukwangi, François Duc Mukwangi, Norbert Duc Mukwangi, Norbert, s'il vous plaît. Norbert, s'il vous plaît. Qui est plus progressiste que qui? Michel. Ça veut dire quoi progressiste? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi progressiste? Il faut donner un contenu au mot. Ça veut dire quoi être Bon, alors s'il vous plaît, Norbert. On dit qu'il faut adhérer avec le temps. Norbert. Qui peut définir le curseur de progressisme? Mais c'est toi qui en parles. Non, c'est lui qui en a parlé. Tu n'as pas suivi parce que tu t'es Michel, tu étais occupé à faire de bruit. est-ce que maintenant on peut mettre un terme à nos échanges? Tu n'as pas suivi ce qu'il a dit. Mais si tu n'es pas progressiste, Il a dit que tu es conservateur. Norbert, Ça peut se défendre. Norbert et Michel. Norbert et Michel. S'il vous plaît. Ça peut se défendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous il est plaît. plutôt moderne. S'il vous plaît, Norbert et Michel. Il a un agrès alors qu'on est au S'il vous plaît, Michel. Il ne se quitte pas. Il ne se quitte pas. Décidément, vous ne voulez pas vous passer. Vous ne voulez pas. Voilà, Michel. On est passé la balance, Michel. Norbert. Michel dans le sens de l'histoire. Norbert. Bien. Maintenant, c'est terminé. Voilà. Michel, s'il vous plaît. Michel, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Non, s'il vous plaît. Bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous étions donc là dans le débat de presse. Il est toujours aussi houleux, aussi passionnant. Nous étions donc là avec Michel Philippe Zé, analyste politique, également rédacteur en chef de l'Union Magazine. Nous étions avec Monsieur François Duc Mukwangi, journaliste émérite à la radio panafricaine, Africa numéro 1. Journaliste tout court. Voilà, il est émérite de toute façon. Nous étions avec Monsieur Norbert Ngwamezu, habitué également du débat de presse, directeur de publication du journal L'Hebdomadaire indépendant, on coule au messager. Et enfin, nous étions avec Patrick Bekali, journaliste à Gabon Télévision. Et donc, il y a que Patrick et moi qui ne sont pas directeurs. Certainement. Voilà, le débat de presse s'achève. Portez-vous bien et surtout, bon week-end.